Merci beaucoup pour votre invitation, Monsieur le Président et chers collègues. On va donc parler un petit peu d'indications face à cette rupture du ligament croisé antérieur et nous sommes obligés de partir de la base. Et la base aujourd'hui en France, c'est de ces recommandations qui certes datent de 10 ans, mais qui sont tout à fait valables. En tout cas, c'est le raisonnement de base qu'il faut avoir et à partir de ça, on va voir comment en 10 ans, finalement, on a peut-être évolué dans les indications. Donc ces recommandations de la Haute Autorité de Santé, elle portait sur la prise en charge thérapeutique des lésions méniscales et des lésions du ligament croisé uniquement chez l'adulte. L'objectif, c'est de promouvoir les bonnes pratiques. Alors, versant ligamodoplastie, c'est de savoir quelle est l'indication opératoire et quand l'indication est portée, quelle technique il faut proposer. Une recommandation, c'est un groupe d'experts en fait qui s'est réuni, qui a regardé la bibliographie, qui a discuté ensemble, et avec leur analyse, ils ont fait des propositions pour avoir les soins les plus appropriés. C'est donc une véritable démarche qualité, ce qui est très à la mode aujourd'hui, et c'est absolument pas opposable médicalement. Vous pouvez faire autrement, mais il faut savoir que 20 experts ont discuté dessus et ont donné ces propositions. La première recommandation est la suivante. Toute lésion du ligament croisé antérieur ne nécessite pas une reconstruction chirurgicale. Ça vous paraît peut-être évident, ça ne l'était pas il y a quelques années, on pensait qu'il fallait les opérer très beaucoup, et en fait, ce n'est pas forcément évident. Toute lésion du ligament croisé ne nécessite pas une reconstruction chirurgicale. Donc, il faut s'intéresser au traitement orthopédique, les qualités de l'immobilisation, on peut dire sur les ligaments, les lésions périphériques, la rééducation et tous les protocoles que vous connaissez. Quid de la reprise sportive à ce moment-là, du type de sport qu'on peut pratiquer, des délais. Ce n'est pas l'objet de la communication, mais c'est tout à fait à l'ordre du jour de réfléchir sur ces sujets. Lorsque la programmation de la chirurgie doit être faite en urgence, la première recommandation, c'est de dire que devant une entorse fraîche, il est souhaitable de différer l'intervention pour diminuer les complications, qu'elles soient la raideur ou la thrombose veineuse, sauf s'il y a une entorse de saut luxé ou une lésion osteochondrale mobile de gros volume. Donc ne pas se jeter sur les entorses fraîches du ligament croisé antérieur. Il vaut mieux attendre, souvent entre 3 et 6 semaines. Et on a des facteurs objectifs pour le regarder maintenant, puisqu'on a le bone bruise, qui est un élément important pour prédire s'il va y avoir des complications en allant rapidement faire l'intervention chirurgicale. Le maître symptôme aujourd'hui pour dire « je vais opérer », c'est l'instabilité. C'est donc l'élément subjectif. Ce n'est pas l'instabilité des Américains, c'est l'instabilité à la française, donc c'est le symptôme ressenti par le patient. Et c'est la clé d'entrée de l'indication. Après, une fois que l'instabilité est là ou n'est pas là, on peut regarder d'autres critères importants. L'âge, le type et le niveau d'activité sportive et professionnelle, l'ancienneté de la lésion, l'importance de la laxité et la présence ou non de lésions associées, méniscales ou cartilagineuses. Alors que lorsqu'on regarde cette instabilité et les autres critères, il y a 3 situations. La première, le patient est instable. Il est jeune, fait du sport avec pivot au contact ou professionnel à risque. Là, c'est une évidence pour tout le monde. On fait une reconstruction chirurgicale. La deuxième, l'inverse, il n'y a pas d'instabilité, quel que soit l'âge, il ne fait pas de sport avec pivot, il n'a pas de lésion méniscale, on fait un traitement fonctionnel. Et comme l'a dit déjà deux orateurs ce matin, ça nécessite un suivi. C'est-à-dire qu'il faut le suivre, lui demander de le revoir, le réexaminer, et puis surtout l'informer des risques possibles d'aggravation de l'instabilité et de ce qu'il faut faire à ce moment-là. Et puis après, il y a des situations un petit peu intermédiaires avec un patient qui n'est pas instable, mais qui est jeune. C'est qu'il n'a pas encore vu l'instabilité apparaître, il est jeune, il fait un sport avec pivot, il a une laxité nette, on ne va pas le laisser attendre des lésions méniscales secondaires. Donc celui-là, malgré le fait qu'il n'a pas d'instabilité, qui était pourtant le maître symptôme, il est jeune, il va pouvoir faire des lésions méniscales, donc on l'opère. Surtout, bien sûr, s'il y a une lésion méniscale associée en préopératoire. Donc en fait, même si la clé, c'est l'instabilité, il faut regarder tous ces autres facteurs qui vont favoriser une reconstruction, même si l'instabilité n'était pas là ou était faible. L'âge jeune, l'activité soutenue de sport ou professionnelle intense, l'ancienneté de la lésion, l'importance de la laxité avec un ressaut net important. Alors depuis 10 ans, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces recommandations? Sont-elles toujours valables? Depuis 10 ans, on a vu qu'on était passé à une technique beaucoup moins iatrogène. On fait maintenant les ligaments croisés antérieurs en ambulatoire, tout va très vite, et puis surtout, il y a une augmentation de la pratique sportive qui est très importante, aussi bien en fréquence qu'avec l'âge. Et vous l'avez vu hier ou ce matin avec le résultat du symposium au-delà de 50 ans, entre 50 et 65 ans, il y a une pratique sportive importante. Donc, on a augmenté nos indications. Et même si la recommandation disait qu'il fallait avoir ces limitations, nous les avons un petit peu franchies à cause de cette nécessité sportive et de la baisse de l'hétérogénéité de nos interventions chirurgicales.
Quelle technique opératoire? En 2008, les méta-analyses et toutes les études prospectives randomisées disaient qu'il n'y avait aucune différence significative entre tendon rotulien et ischio-jambier, que ce soit sur la laxité antérieure et le ressaut, que ce soit sur le résultat fonctionnel évalué par l'IKDC. Donc les deux transplants, ischio-jambier, tendon rotulien, sont égaux. Comme l'a dit tout à l'heure notre ami, il n'y a pas de gold standard. Les deux sont à pratiquer et sont à faire. C'est-à-dire que je pense qu'un chirurgien ligamentaire doit savoir bien sûr pratiquer les deux interventions chirurgicales. La morbidité, en 2008, on disait que les douleurs antérieures étaient plus importantes et le flessum était plus important sur le tendon rotulien. Qu'il n'y avait aucun retentissement sur le niveau de reprise sportive, qu'on fasse un tendon rotulien ou un ischio-jambier. Par contre, il y avait un petit ralentissement professionnel et donc on avait peut-être une recommandation de dire que sur les activités professionnelles nécessitant un agenouillement, il ne fallait peut-être pas faire de tendon rotulien. La fixation au niveau du tendon rotulien, c'est la vis d'interférence qui cette fois-ci est le gold standard. Je crois qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. La double fixation est inutile et vis métallique, c'est pareil que vis biorésorbable. Sur l'ischio-jambier, il y a une multitude de systèmes de fixation. Ils étaient tous fonctionnels les uns comme les autres. Et au tibia, la préconisation, c'est d'avoir une fixation double ou renforcée, car le transplant tirait dans l'axe du tunnel et la tenue osseuse était souvent un petit peu médiocre dans ce spongieux au niveau du tibia. Ça, c'était la recommandation en 2008. Depuis 10 ans, est-ce qu'on a évolué? Tendon rotulien égale ischio-jambier, c'est toujours pareil. Aucune nouvelle méta-analyse, aucune étude prospective n'a montré une différence significative entre les deux, à partir du moment où l'étude était faite sérieusement. Donc on reste sur cette notion, vous pouvez faire du tendon rotulien, vous pouvez faire des ischio-jambiers comme vous voulez. Peut-être deux petits bémols. Attention aux ischio-jambiers chez l'adulte de moins de 20 ans. On a constaté en effet depuis une dizaine d'années, où on opère plus souvent des sujets jeunes, moins de 20 ans, des taux de rupture qui étaient importants, autour de 20%, qui ne sont pas tolérables. Alors, c'est un petit peu biaisé par le fait qu'on fait de plus en plus d'ischio-jambiers, je parle de la France, là, et du monde d'ailleurs aussi. On fait de plus en plus d'ischio-jambiers, donc on a un peu incriminé les ischio-jambiers dans ces taux de rupture, ces sujets de moins de 20 ans. On peut préconiser peut-être de faire plutôt du tendon rotulien à moins de 20 ans, mais ce n'est pas encore parfaitement démontré. Et deuxième petit bémol, c'est le tendon rotulien chez les professionnels à genoux, on en a déjà parlé dans les recommandations de 2008. Qu'est-ce qui est arrivé? Deux éléments un petit peu importants depuis 10 ans. C'est la reconstruction partielle, ou la conservation du reliquat, Michel en a parlé tout à l'heure, et c'est l'apparition de la greffe courte. Est-ce que ces deux techniques ont des indications? La reconstruction partielle, vous avez vu les taux, aujourd'hui 16% dans le symposium qu'on a fait en 2008, de rupture de l'AM. Le PL, c'est plus anecdotique, 1%, avec des justifications tout à fait cliniques. Donc on a des examens cliniques qui peuvent permettre d'en faire le diagnostic, des examens laximétriques, à différence de compliance avec le GNRB, un diagnostic à l'IRM, quand elle est bien faite, un diagnostic à l'arthroscopie, on peut voir ce faisceau AM, on peut essayer de le tester, et puis le faisceau PL, on peut le tester en position de cabote, où il est normalement mis en tension. Donc on arrive à faire un diagnostic de rupture partielle du ligament croisé antérieur. Et on avait montré avec Nicolas Pujol et Colombet, à l'occasion du dernier symposium en 2011, qu'il y avait une différence significative entre le fait de conserver ou non le faisceau restant. Quand on conservait le faisceau restant, on avait 1,24 mm de laxité objective différentielle. Lorsqu'on le réséquait, on avait 1,87 mm de résection. Donc, il est mieux de conserver le faisceau restant, en particulier le faisceau postérolatéral. Donc, à l'indication de cette reconstruction partielle, finalement, toutes les ruptures partielles de l'AM doivent bénéficier d'une reconstruction partielle. Comme le disait Michel tout à l'heure, ce n'est pas la peine de faire la politique de la terre brûlée. S'il reste quelque chose dans le genou, on le conserve. Et donc, on a étendu ça, en effet, au reliquat. On essaie aujourd'hui de conserver au maximum le reliquat du ligament croisé antérieur rompu. Que ce soit un faisceau M, que ce soit un faisceau PL, ou que ce soit une cicatrice dans l'échancrure ou une cicatrice sur le ligament croisé postérieur. Quand il s'agit d'une rupture isolée du PL, là, il faut être très très prudent. C'est rare, et on n'est pas très certain que l'AM il a vraiment des bonnes caractéristiques. Donc, rupture de l'AM, à mon avis, il faut tous les reconstruire partiellement. Rupture de PL, il faut être très prudent. Deuxième élément qui est arrivé important, c'est la greffe courte. Alors, la greffe courte, on en avait parlé lors du symposium de la SFA en 2015, et on l'a revu cette année. La définition, c'est vraiment une longueur de greffe dans les tunnels inférieure à 15 mm. Et donc, ça fait une greffe qui est souvent courte en longueur, de l'ordre de 60 mm. On prélève un seul tendon, ou parfois deux. On peut faire une greffe courte avec deux tendons s'il le faut. Et puis, les tunnels sont parfois borgnes, c'est la technique Holzheim, mais ils peuvent être aussi complets. On reste toujours dans la définition d'une greffe courte avec moins de 15-20 mm
de ligaments dans le tunnel. Le but, c'est d'économiser le tissu, c'est de diminuer le déficit de force, c'est de conserver le gracilis pour des plaies associées et de réduire la perte osseuse. Donc c'est intéressant. Quand faire cette reconstruction courte? Eh bien aujourd'hui, toute reconstruction est accessible a priori à une reconstruction courte. On n'a pas forcément besoin d'aller mettre plus de tendons ou plus de prélèvements à partir du moment où, en effet, le DT suffit pour faire une reconstruction courte. Sauf peut-être, petit bémol, sur les enfants à fils ouvertes, on a retrouvé des taux de 20% de rupture lors du dernier symposium en 2018 de Lefebvre et Chotel. Donc attention, ces enfants à fils ouvertes. On pensait que c'était une très bonne idée parce qu'on allait faire des tunnels courts, on n'allait pas franchir les épiphyses, le cartilage de croissance, et en fait non, on a eu des taux de rupture qui ne sont pas acceptables. Donc aujourd'hui, ces techniques sont abandonnées pour les fils ouvertes. Dernier point, la plastie antérolatérale. Michel en a parlé un petit peu, et à l'époque, en 2008, on disait qu'il n'y a pas d'indication à effectuer une ténodèse latérale isolée, quel que soit l'âge. Et là, ça c'est toujours vrai, il n'y a pas photo. Et il n'y a pas d'indication à effectuer une ténodèse latérale associée systématique devant un accident cardiaque chronique. Donc en 2008, on disait qu'il ne fallait pas de manière systématique faire cette reconstruction antérolatérale. Alors depuis 10 ans, bien sûr, il y a eu le buzz, puisqu'en 2003, même sur les chaînes nationales de télé, on a parlé de la redécouverte du ligament croisé, de la redécouverte de la chirurgie du ligament croisé antérieur, et tous ceux qui n'allaient pas reconstruire le ligament antérolatéral seraient des mauvais chirurgiens. En fait, on se rend compte que cette découverte du faisceau ALL, depuis bien longtemps, les gens le connaissaient, puisque Lemaire, Laprade, McIntosh l'avaient déjà décrit, ou en tout cas avait décrit l'existence d'une structure qu'il fallait reconstruire. L'avantage de ce buzz, ça a quand même été d'avoir créé des nouvelles techniques, qui étaient moins invasives que le Lemaire classique qu'on pouvait faire, qui étaient plus isométriques, on a diminué les cicatrices à ce niveau-là. On a eu des techniques très variées, soit d'une plastie séparée, de la plastie intra-articulaire, au gracilis, au fasciolata, soit de plastie qui était combinée, soit le fasciolata, soit une multitude de combinaisons de différents nombres de faisceaux à l'intra-articulaire et en extra-articulaire. Donc ces nouvelles techniques ont quand même eu un intérêt, c'est qu'on a pu accéder à des choses qui étaient moins invasives que la plastie classique antérolatérale. Alors quand la faire? Selon le bilan lésionnel, ce serait l'idéal, c'est un petit peu ce que disait Michel Bosseton tout à l'heure, c'est-à-dire que si on arrive à faire une carte précise de la laxité du patient, ben on pourrait, selon ce bilan, dire ou pas, on fait une plastie antérolatérale. Selon la laximétrie rotatoire, et on a maintenant des examens qui permettent de le prouver, des laximités par exemple faites à des accéléromètres, ou sur l'image échographique. Il y a une très belle communication faite par un Toulousain sur l'existence, en effet, la reconnaissance sur l'échographie de ces structures antérolatérales. Ça, c'est un petit peu l'idéal, ce n'est pas encore au point. Aujourd'hui, les indications consensuelles, c'est le ressaut rotatoire important, l'hyperlaxité, la reconstruction itérative. Je pense qu'apparemment, on a eu une rupture du ligament croisé antérieur. Il faut essayer de protéger la deuxième greffe que l'on va faire. Et bien sûr, le sport avec un niveau important, un type important, peut-être pour rassurer le chirurgien, mais aujourd'hui, on peut faire des reconstructions dans ce type d'indication. Les gestes ménico-associés sont fondamentaux. Il faut préserver le capital méniscal. La suture doit être faite le plus souvent possible, beaucoup plus souvent que dans une rupture méniscale isolée sans rupture du ligament croisé. Donc, à partir du moment où on a un ligament croisé qui a été rompu, on est en train de réparer, il faut suturer le maximum de lésions, en particulier les aisance de saut et tout ce qui va amputer le capital méniscal et donc favoriser l'arthrose. Et puis il y a de nouvelles indications qui sont apparues. Les lésions de la racine du ménisque médial, qui va ouvrir l'anneau du ménisque latéral. Et quand on ouvre l'anneau, on extrue le ménisque et donc favorise les lésions cartilagineuses. Donc il faut se battre pour reconstruire ces racines. Sur ce cas-là, par exemple, il restait encore un tout petit moignon, on peut faire une suture, comme pour une lésion radiaire. Mais dans ce cas-là, la racine est totalement défaite et il faut donc la réinsérer avec des techniques de passage de fil, de tunnel avec un viseur de ligandoplastie qui permet d'aller attraper le fil et de replaquer la racine dans sa zone osseuse, là où on l'avait avivée. Les lésions radiaires complètes aussi, on n'avait pas l'habitude de les traiter, en fait elles sont fondamentales, même principe. Elles ouvrent l'anneau du ménisque, donc elles extruent le ménisque, donc grosse conséquence biomécanique, il faut les réparer au maximum. Et puis la dernière mode, c'est en effet les lésions capsulo-sinuvales postérieures. Je dis dernière mode uniquement parce que certains le font de manière systématique. Je crois qu'aujourd'hui, on avait dans le symposium mis en évidence de l'ordre de 20% de lésions capsulo-sinuvales postérieures et toutes ne sont pas à réinsérer. C'est le véritable banc-carte de l'épaule, ou du genou plus exactement. C'est-à-dire que c'est la désinsertion périphérique en arrière de cette zone capsulo-synoviale. Eh bien, il faut l'aviver comme un banc-carte, il faut faire des nœuds comme un banc-carte, on se retrouve à faire de la chirurgie de l'épaule. En conclusion,
la chirurgie du ligament croisé antérieur aujourd'hui, c'est une chirurgie qui doit être personnalisée. C'est la chirurgie à la carte de Philippe Colombet. On la personnalise vraiment en fonction de tout ce qu'on a comme élément. La lésion, bien sûr, du ligament croisé antérieur, est-ce qu'elle est complète, est-ce qu'elle est partielle, est-ce qu'il y a simplement un reliquat? On essaie de la définir aussi bien par l'arthroscopie que par l'examen clinique que par l'imagerie. La laxité. La laxité, on n'y pense pas assez. On fait souvent un examen, on se dit oui, bon, il est laxe, il est antérieur, et puis on s'arrête là. Non, il faut vraiment analyser la laxité, et on a maintenant beaucoup d'instruments qui permettent de bien la définir dans toutes ses composantes antérieures, rotatoires, périphériques. Et enfin, le patient, bien sûr, qui est au premier plan. Est-ce qu'il est instable? Quel est son âge? Le sport, sa profession, le statut méniscal. Et de là, on aura beaucoup d'options chirurgicales, que ce soit sur la greffe intra-articulaire, on peut faire un KJ, une EJ, une greffe courte, la reconstruction partielle, qu'il faut savoir faire quand elle est là, simple ou double faisceau, on peut choisir exactement ce dont on a besoin. Et toutes les associations périphériques qui sont aussi importantes que le traitement intra-articulaire. Les placies antérolatérales, on en a parlé, la réparation des périphéries, on n'en a pas parlé, et les réparations méniscales. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis bien sûr, je vous convie à ce congrès qui va être encore de bonne qualité à Rennes en 2019. Merci Jean-François Portel pour cette belle conférence qui montre un peu les indications éclectiques du chirurgie du ligament croisé antérieur.